Voici la scène d'un événement particulièrement marquant qui demande l'intervention de spécialistes pour expliquer ce qui s'est passé. Imaginez que vous deviez intervenir. Vous allez rechercher les traces de cet événement. Pour cela, vous disposez de technologies, de procédures, de connaissances plus ou moins spécialisées et de votre expérience des situations vécues précédemment. La recherche sur ce genre d'intervention converge vers un résultat particulièrement étonnant. Les personnes qui interviennent dans les mêmes conditions trouvent une quantité et une variété de traces totalement différentes et de qualité très différentes. Des experts avaient trouvé dans le coffre d'une voiture une gouttelette de sang qui a permis de résoudre l'homicide, tandis que d'autres qui avaient investigué le même véhicule n'avaient strictement rien trouvé. Certains vont rechercher des images qui sont éventuellement prises sur le vif par des témoins. D'autres n'y pensent pas. Qu'est-ce qui distingue celles et ceux qui trouvent de celles et ceux qui ne trouvent pas? Alors, pour apporter un premier élément de réponse à cette question, je vous demanderai de prendre le petit bout de papier que vous avez sous vos chaises, chacun, et de bien observer la figure qui est imprimée dessus. Puis de la comparer avec celle de vos voisines et de vos voisins. Voyez-vous les mêmes cercles? Ou alors, percevez-vous de petites différences entre chacun d'eux? En fait, chaque figure que vous avez reçue est différente de toutes les autres qui ont été distribuées ce soir. Travailler avec des traces, c'est souvent rechercher de petites différences qui peuvent avoir de grandes conséquences. Dans un texte qui est très souvent cité lorsqu'on parle de traces, Voltaire dit de Zadig, qui vit ses aventures en interprétant des traces, il acquit bientôt une sagacité qui lui découvrait 1000 différences où les autres hommes ne voient rien que d'uniforme. Cette sagacité et ce sens de l'observation s'exercent dans des contextes qui sont systématiquement pesants et pleins de contraintes. L'intervenant n'est là que parce que quelque chose d'insécurisant s'est passé. Et le temps et les ressources à disposition sont forcément limitées. Et on sait qu'en principe, on ne pourra pas revenir sur les lieux une fois qu'ils auront repris leur fonction habituelle pour rechercher éventuellement de nouvelles traces. L'enchaînement des décisions qui se prennent sur les lieux est donc plein de contingences, de petits gestes comme se baisser ou non pour repérer la trace de la semelle du soulier sur le sol peut totalement changer le cours d'une affaire. Dans ces conditions, nous avons besoin de procédures opérationnelles standards pour ne rien oublier et documenter ce que nous faisons. Mais la recette standard ne suffit pas. Il faut l'améliorer en fonction de chaque situation spécifique. Pour bien comprendre cela, nous devons préciser un peu la nature des raisonnements qui sont en jeu. L'investigation demande de l'imagination. Sans deviner ce qui a pu se passer, il n'y a simplement pas d'enquête possible. La vie courante est pleine de problèmes dont la résolution demande de l'imagination et qu'on ne sait pas inclure dans des procédures. Probablement conscients, on privilégie souvent les objets qui se prêtent bien à la mathématisation au détriment de questions plus essentielles. Il y a, quoi qu'il en soit, assurément, un équilibre subtil à rechercher entre la liberté qu'on s'accorde sur la manière de résoudre des problèmes et une conformité à des normes, à des standards. Pour atteindre cet équilibre, nous devons admettre qu'un raisonnement imaginatif, mal formalisé, n'est pas pour autant irrationnel. Nous pouvons souvent exprimer au moins quelques aspects de la structure de ces raisonnements. Par exemple, les études sur les meilleurs investigateurs de scènes de crime indiquent quelques qualités qu'ils partagent. Ils ont une culture générale dans les sciences qui est très solide. Ils ont
plein d'activités différentes aussi en dehors de leur travail. Ils communiquent bien avec leurs collègues. Ils ont beaucoup de facilité avec les technologies. Et ils appliquent une démarche dont on dit qu'elle va du général au particulier avec rigueur. Et ils savent détecter les microséquences des gestes qui laissent des traces, comme allumer un interrupteur ou ajuster le rétroviseur d'une voiture qui a été volée puis qu'il faut bien conduire. Ces éléments servent à identifier ce qui mérite d'être protocolé, tout en laissant un degré de liberté suffisant pour deviner et agir qui correspond bien à la nature imaginative de la tâche appliquée dans chaque situation spécifique. Si nous voulons approfondir l'étude de ces raisonnements, nous devons prendre la liberté de nous distancier des disciplines fondamentales telles qu'elles sont institutionnalisées. Ce genre d'indiscipline a été utilisé par exemple dans le signe des trois, pour paraphraser évidemment le célèbre roman de Conan Doyle dans la série des Sherlock Holmes, le signe des quatre. Mais les auteurs viennent d'horizons complètement différents. Ils ont décortiqué la méthode du célèbre détective. Ils se sont rejoints autour de la théorie sur les signes de Charles Sanders Peirce. Ils ont même extrait dans un chapitre un paradigme qu'on appelle le paradigme indiciaire. Mais ces manières d'exprimer les choses sortent totalement de nos cadres habituels. Ouais, j'aimerais bien encourager les doctorants et les chercheurs à s'intéresser à ce genre de questions. Mais je me retiens un petit peu, parce que ce serait aussi les inciter à se détourner des courants dominants qui fixent les règles et déterminent les carrières. Peut-être que quelques éléments de mon parcours personnel peuvent donner des pistes sur la manière dont on peut surmonter ces difficultés. Lorsque j'ai commencé mes études de mathématiques à l'université, je n'avais strictement aucun objectif de carrière. En marge de mes études, je m'intéressais à de nouvelles orientations que prenait l'informatique et dont la portée pratique était assez évidente, mais qui n'étaient pas encore incluses dans les plans d'études des filières de formation de l'époque. J'ai acquis des connaissances et des compétences qui, soudainement, devenaient très demandées. J'ai même pu occuper une position presque exclusive pour exercer, voire aider à définir des activités professionnelles, chacune nouvelle à leur époque. Ce n'était pas parce que j'étais meilleur que les autres, c'est parce que mes choix m'avaient distingué des standards de l'époque. Avec beaucoup d'engagement et d'intérêt à ce qu'on fait, nous allons nécessairement provoquer les rencontres qui ouvriront les opportunités. Plusieurs décideurs m'ont engagé et m'ont surtout laissé une liberté presque totale pour développer ces nouvelles activités comme je le voulais. Ce parcours a été très libre et très chanceux, je suis conscient. Mais c'est peut-être aussi un petit peu parce qu'il était hors des normes. En exerçant ma liberté scientifique, je choisis maintenant les orientations que je veux prendre. Je suis convaincu que le mouvement vers l'hyperspécialisation qui a fragmenté les activités technologiques nous conduit dans une impasse. Nous devrions aller en sens inverse, recoller les morceaux pour construire des visions d'ensemble dans lesquelles nous pouvons nous situer et donner du sens à ce qu'on fait. Je vais expliquer l'idée en revenant à mon exemple initial. Nous ne connaissons jamais les conditions dans lesquelles une intervention aura lieu. S'agit-il d'un accident, d'un attentat, d'un autre crime? Dans cette incertitude, les premiers intervenants doivent prendre les décisions les plus essentielles, rapidement, sans pouvoir se reposer immédiatement sur des spécialistes. De quel genre de méthodologie peut-on équiper ce genre d'intervenants généralistes? Avec quelques collègues, nous avons proposé de reconsidérer des principes fondamentaux énoncés par les pionniers de la police scientifique. Et nous avons décidé d'articuler l'approche autour de la notion de trace. Avec le rythme des changements que nous vivons, et puis le fait qu'on n'arrive pas à suivre, la trace est un concept rassurant parce qu'il est stable. Et on peut se raccrocher
en plein de circonstances différentes. Il offre un socle commun à tous les acteurs qui veulent étudier le crime, quelle que soit leur origine disciplinaire. Et avec les transformations numériques et la nouvelle traçabilité des activités humaines, la trace est au centre d'enjeux phénoménaux. Oh, l'approche n'est pas nouvelle, hein. Elle renvoie par exemple à des communautés dans les déserts d'Afrique qui disposent dans leur vocabulaire de 15 mots au moins pour parler de la trace dans le sable. Ceux qui savent la reconnaître, la lire et l'interpréter occupent d'ailleurs des positions de référence dans leur communauté. Il s'agit par exemple de retrouver le dromadaire qui s'est enfui dans le désert en imaginant le trajet qu'il a suivi par la séquence de ses traces, ou alors de détecter le voleur et de le reconnaître par ses traces de pas. Cette approche a priori ne demande l'engagement d'aucune technologie, mais ce savoir-faire ne demande qu'à être exprimé pour pouvoir les intégrer avec mesure, avec maîtrise et peut-être surtout avec proportionnalité. L'approche a été maintenant nommée tracologie. Le mot a été intégré dans le vocabulaire du droit par la Commission d'enrichissement de la langue française en 2024. De nouveaux métiers sont en train d'émerger en tracologie et ils permettent déjà de relever des défis très actuels. Donc, si nous voulons et en prenant quelques risques, nous pouvons encore largement conduire librement nos parcours. Le défi le plus général consiste à ne pas se précipiter dans les grands courants dominants qui normalisent, mais parfois de faire preuve d'une indiscipline constructive pour surtout donner du sens à ce qu'on fait. Mesdames, Messieurs, est-ce que cette manière d'user de notre liberté ne constitue-t-elle pas l'attitude la plus propice à l'innovation ?